nous avons trouvé un site cerné de genêts tout en fleurs, le puits de Rému. Il a fait son petit rond? Oui, il a fait. Ah, parce qu'il faut faire attention, il faut tout le temps qu'il fasse le petit rond, hein, parce qu'autrement, ils avalent de l'air, tu sais. Puis alors il gonfle, puis un jour il a un ventre comme monsieur le maire. C'est le puits de Rému, c'est-à-dire la reconstitution du puits autour duquel, en 1940, Marcel Pagnol avait tourné plusieurs séquences de La fille du puisatier, avec les deux grandes vedettes de l'époque, Rému et Fernandel, et une jeune comédienne de quelques 25 ans, je crois, toute blonde, toute bouclée, qui s'appelait Josette D. Oui, mais cette fille qui va à son rendez-vous... Et Marcel Pagnol en était amoureux à l'époque, si bien que sur les affiches qui annonçaient le film, dit la légende, les noms de Rému et de Fernandel étaient écrits en caractères très discrets. Et naturellement, Rému en prenait des colères terribles. Ça ne lui plaisait pas. Et non, il avait dû s'y résigner. Mais il paraît que chaque fois que le hasard le mettait en présence de la fameuse affiche, il ne pouvait pas s'empêcher de s'exclamer « Blanche-Neige et les deux nains ». Il y a une heure que je suis là, m'a pas encore soulevé. Par amour, le puisatier finit par accepter l'enfant naturel de sa fille. La fille du puisatier met face à face deux familles de classes sociales opposées. Il faudra le malheur pour que les clivages sociaux disparaissent et que l'amour pour l'enfant l'emporte. Votre fils a fait un enfant à ma fille, vous appelez les gendarmes. Et qu'est-ce qu'ils viennent me faire, les gendarmes? Vous croyez qu'ils la feront accoucher tout de suite? Oui, mais calme-toi, Marie. Nous ne risquons absolument rien. Cet homme est certainement de bonne foi. Étroite route qui longe le ravin, tout au bout, dans une vaste courbe, nous apercevons le mas de Massacan. Il ne ressemblait plus à la maison de ce pauvre Gaulin. Et ce bâtiment, Marcel Pagnol l'a utilisé pour la première fois en 1952, lorsqu'il tournait Manon des Sources. Il en avait fait la maison du Gaulin, celui qui voudrait planter des œillets. Mais autour de sa maison, il n'y avait que des pierres, des massacans, ça veut dire des pierres bonnes à jeter à des chiens. Et il n'y avait pas d'eau. Et c'est ce qui l'amène à s'emparer du mas des romarins voisins et à emboucher la source pour pouvoir l'acheter à vil prix. Oh, tu me feras pas parler. Et pourquoi? Parce qu'une source des collines, ça ne se dit pas. Marcel Pagnol trouvait qu'elles avaient la forme d'un vaisseau de guerre à 3 ponts. Il disait que ces lieux sont voués à une éternelle sécheresse parce que lorsque les nuages arrivent, ils s'écrasent contre l'étrave du bateau, il pleut à gauche, il pleut à droite et jamais dessus. C'est ici, au pied des bars Saint-Esprit, qu'un jour Marcel Pagnol imagina créer la Cité du cinéma, un véritable Hollywood provençal. Avant que cette passion pour le cinéma ne s'affirme, il faudra que le jeune Pagnol, professeur d'anglais propulsé à Paris au début des années 20, écrive 2 pièces de théâtre, Le Marchand de gloire en 1925 et Jazz en 1926, qui connurent un succès modeste. Il faudra attendre 1928, avec Topaz, sa première grande pièce, pour que Pagnol découvre enfin la notoriété. Allez. Allez, bien, silence, allons. Monsieur Cordier, vous croyez-vous sur une place publique? Mercredi 17 novembre, composition de morale. Inscrivez, je vous prie, messieurs, la date de ce concours sur vos cahiers de texte individuels. Venez, oui. Monsieur Kergezek, je n'ai pas besoin de tourner la tête pour savoir que c'est vous qui troublez la classe. Kergezek à la porte, je vous ai vu. Inutile de vous cacher. Je vous ordonne de sortir.
Où est Kerkezek? Il est absent depuis 3 jours. Il est absent. Soit, il est absent. Quant à vous, monsieur Cordier, je vous ordonne de ne pas faire la forte tête. Alors écrivez. Pour nous préparer à la composition de morale qui aura lieu après-demain, mercredi, nous allons faire aujourd'hui, oralement, une sorte de révision générale. Mais avant de commencer cette révision, je voudrais parler à l'un d'entre vous. À celui qui, depuis quelques jours, trouble nos classes par une musique inopportune. Je le prie pour la dernière fois de ne point recommencer sa petite plaisanterie, que je lui pardonne bien volontiers. Je suis sûr qu'il a compris et que je n'aurais pas fait appel en vain à son sens moral. Bon, ça va. Désormais, j'ai les mains libres. Travaillons. La question que vous aurez à traiter après-demain et qui décidera de votre rang ne sera pas une question particulière et limitée comme le serait une question sur la patrie, le civisme, les devoirs envers les parents ou les animaux. Non. Ce serait plutôt, si j'ose dire, une question fondamentale sur les notions de bien et de mal ou sur le vice ou la vertu. Pour vous préparer à cette épreuve, nous allons nous pencher sur les mœurs des peuples civilisés. Nous allons voir ensemble quelles sont les nécessités vitales et qui nous forcent d'obéir à la loi morale, même si notre esprit n'était pas naturellement porté à la respecter. Prenons des exemples dans la réalité quotidienne. Voyons. Élève tronche bobine. Pour réussir dans la vie, c'est-à-dire pour y occuper une situation qui corresponde à votre mérite, que faut-il faire? Il faut faire attention Oui, si vous voulez. Il faut faire attention à quoi? au courant d'air. Élève tronche, votre dernière note fut un 0. Essayez de l'améliorer. Il faut être Horrible. 0, asseyez-vous. Il faut être au. Mais à Paris, Marcel Pagnol est malheureux comme les pierres, loin de son ciel bleu, de ses amis, de sa canebière. Et quand il a trop le cafard, il consigne sur un cahier d'écolier des scènes dont il a été le témoin lorsque jeune homme, il vivait à Marseille. Et cela lui inspire une deuxième pièce de théâtre qu'il a baptisée Marius, avec la fameuse partie de cartes, bientôt suivie de Fanny. Et peut-être aurait-il continué sur sa lancée si, un soir de printemps 1930, écrit-il dans une de ses préfaces, il n'avait rencontré sur les Champs-Élysées un ami, grand comédien romantique de l'époque, Pierre Blanchard, qui lui dit « Marcel, j'arrive de Londres et j'ai vu là-bas quelque chose d'extraordinaire, un film parlant, à une époque où en France, on ne connaissait encore que le cinéma muet, tu devrais y aller. » Il est allé à Londres et il a vu projeter à 4 reprises successives l'un des tout premiers films parlants chantants américains, Broadway Melody. Et de retour à Paris, il a déclaré à la stupéfaction générale qu'il abandonnait le théâtre, qu'il avait pourtant rendu célèbre et riche, pour se lancer dans le cinéma parlant. On l'a pris pour un fou. Comme ça, d'un coup de tête. Comme ça. Alors il a commencé par faire adapter au cinéma par 3 metteurs en scène différents ses 3 premières pièces dans l'ordre. Marius, Fanny et Topaz. Il a quitté Paris, il est venu à Marseille, il a monté des studios à la rue Mermoz et il a acheté tout le territoire que vous avez sous les yeux. Les bars de Saint-Esprit et le vallon de Marcelin, que Marcel Pagnol préférait appeler le vallon du cuirassier. Alors il s'est contenté d'y tourner plusieurs films. Le premier qu'il a tourné ici en 1933, ce sont quelques scènes de Geoffroy, dont l'essentiel avait été tourné à la Treille. Et encouragé par le succès de Geoffroy, en 1934, il a demandé à son ami de jeunesse, Marius Brouquier, qui était maçon, de lui restaurer et agrandir une ferme, celle dont vous avez les ruines sous les yeux. Et il en a fait
La Douloire, où Marcel Pagnol a tourné Angèle, c'est-à-dire une histoire inspirée de Giono qui raconte celle d'une fille de la campagne, Angèle, qui est séduite par un garçon de la ville. Elle a un bébé. Et à cette époque-là, une fille mère, c'était le déshonneur de la famille. Alors, elle n'ose plus revenir à la maison, et c'est le valet de ferme Saturnin qui va la chercher. À qui c'est, ce petit? À moi, père. À toi, seul? À moi, seul. Maintenant, au moins, nous savons qu'il ne peut rien nous arriver de pire. Et Saturnin était joué par un comédien qui jusque-là n'avait pas brillé. Il s'appelait Fernand Contandin. Mais du temps qu'il était fiancé, chaque fois que sa future belle-mère le voyait rappliquer à la maison, elle l'accueillait par ces mots qui n'étaient pas très aimables. T'es Esmayaki, il est encore là, le Fernandel. Et voilà pourquoi il a adopté le patronyme de Fernandel. Monsieur Berny, à quoi servait-elle cette ferme? Elle a servi d'abord par le tournage. D'ailleurs, Marcel Pagnol y avait fait ménager un trou rond pour y mettre la caméra d'Angèle qui pesait 80 kilos pour filmer les scènes d'intérieur. Et puis elle servait de réfectoire et de dortoir pour l'équipe de Marcel Pagnol. Les acteurs, les techniciens? Les acteurs, tout le monde. Un autre? Oh, Sainte Vierge, où était-elle? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, elle m'a dit que... Toi, une fois pour toutes, j'ai défendu qu'on en parle ici. Pas te déshabiller, hein? Tu m'entends? Mais maître, écoutez, Assez, pas un mot. Tu quittes la maison. Allez! Marcel Pagnol était très sensible au son. Lorsqu'il tournait, il se mettait à la cabine du son et quand le son était bon, tout le reste était bon. Les images, il était sûr qu'elles étaient bonnes, mais il était gêné par le cigale. Il disait, les cigales, c'est bien joli, mais quand on tourne, c'est très gênant. Alors, dès qu'ils allaient tourner, il préparait une séquence. Quand tout le monde était prêt pour la séquence, on s'armait d'un morceau de bois, d'un manche de pelle, et chacun tapait sur le tronc d'un pin pour faire s'envoler les cigales. Arrivé au sommet des Barres Saint-Esprit, quelques ruines semblent témoigner d'une vie villageoise disparue. C'est la reconstitution pour le tournage du film Regain d'un village nommé Redortier qui se trouve à l'origine dans les Alpes de Haute-Provence. Nous voilà arrivés au sommet des Barres de Saint-Esprit, là. Oui, exact. C'est une petite colline du massif de Garlaban qui culmine à 368 mètres d'altitude et presque au sommet de laquelle Marcel Pagnol, pour les besoins d'un film inspiré de Giono, Regain, avait besoin d'un village en ruine. Il y avait toute une rue de village. Alors la première maison, c'est la maison de Panturle, c'est-à-dire celui des deux habitants avec la mamèche qui avait refusé de quitter le village.
Celle-là, elle était construite en dur, avec des pierres, des briques, du ciment, parce qu'on devait y tourner plusieurs séquences. Eh bien, on va faire la pause ici, hein. Celle-là de maison, elle a l'air moins abandonnée que les autres, hein. Il ne doit pas y avoir longtemps qu'ils sont partis, hein. Oh, l'homme! Oh, l'homme! Vous avez rien à aiguiser? Il n'y a personne? Il n'y a personne. Marcel Pagnol, après avoir fait construire le village, avait dit à Marius Brouquier, « Mais tu vas me construire ici, à la pointe des Bars, une église. Comme dans tout village, il y a une église. Mais ne va pas t'en chercher. Toi, tu oublies toujours que tu travailles pour le cinéma, tu fais un travail de Romain. » Alors Marius Brouquier lui avait répondu, « Écoute Marcel, moi ton église, je te la fais bien volontiers, mais solide. Je ne veux pas avoir ta mort ni la mienne sur la conscience. Va, fais comme tu veux. » Et le soir de Noël, on tournait une séquence au cours de laquelle Panturle et la Mamèche partagent la soupe au pied de l'autel. Tous. Bon, bah, tu sais, il était beaucoup vieux. Et moi? Je suis pas vieille, moi. Et j'ai peur, moi. Et je n'ai pas l'enfant, moi. Oh, porca Madonna. Oh. Et à ce moment-là, le vent soufflait tellement fort qu'il faisait tourner là-haut, à 20 mètres de hauteur, autour de leur moyeu de bois, les deux cloches en béton armé que Marius Brouquier avait fabriquées. Alors il triomphait. Alors, Marcel, j'ai eu raison. Oui, ça va, tu as mérité le pastis. Je sais où on est. Ça, c'est Aubignan. Ça va pas mal, Arsule, hein, ça va pas mal. Tu vois, en bas, là, c'est Vachéan. Oh, ça va pas mal, hein. Ça va pas mal. Qu'est-ce que c'est Aubignan? C'est ça. Tu vois, ces maisons, avec les trous, là, en ruine. Ça, c'est Aubignan. Dis, donne-moi un peu la bricole, viens. Tu dois être fatigué, hein. Ah, il y a des habitants. On ne sait jamais. Allez, on pousse un peu. Regain, donc inspiré de Giono, quel en était le thème de ce film? C'est le thème d'un village en ruine, abandonné par la plupart par tous ses habitants, sauf deux. Et l'un s'appelle Panturle, et à la faveur d'une incursion nocturne, il tombe dans un ruisseau. Ça y est, je l'ai vu. Il y avait un homme là dans cet arbre. La branche a craqué, il est tombé dans le ruisseau. Viens. Mais viens, pour qu'est-ce que vous Et allez faire? il en est repêché par la compagne du rémouleur. Et elle va préférer rester avec Panturle plutôt que de suivre le rémouleur qu'il exploitait. C'est l'étoffe qui me tire ma chaleur. Je vais l'enlever. Hein? Ce serait beaucoup mieux. Et vous n'avez même pas de chemise. On n'a pas de femme. On n'a pas de chemise. Et puis vaut mieux ne pas en avoir que d'avoir du linge sale, n'est-ce pas? Et Fernandel avait accepté de jouer dans ce film pour la première fois un rôle antipathique. Il avait toujours refusé de jouer des rôles dans lesquels il n'était pas en sympathie avec le public. Oh, c'est des muscles! Oh, monstre de nature! Tu peux dire que tu l'as trouvé, toi, le bon coin, hein? Pourquoi tu m'appelles monstre de nature? Ça te fatigue de me voir travailler? Travailler. Parlons-en de ton travail. Dans le champ, à deux reprises, dans le champ qui est en bas dessous, on y voit Panturle qui laboure le champ avec le cheval d'un voisin qui le lui a prêté. Et surtout, la dernière image du film, c'est une image superbe, on y voit Panturle accompagné de Arsule, sa compagne, qui sont en train d'ensemencer le champ à grande volée. Et à un moment donné, Arsule a un malaise. Elle s'écroule. Et à ce moment-là, Panturle comprend qu'elle attend un bébé. Et c'est la signification du film. On sent, le film signifie que le village va reprendre vie. Oh, mais c'est rien, va, c'est pas de maladie, au contraire. Au contraire. Fais voir un peu, toi. La femme, dans toute l'œuvre de Marcel Pagnol, tient une place prépondérante. Tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la femme? C'est pas vrai. Je sais. C'est même tout le contraire. Je sais.
fois tu lui parles de la chose, dis-lui que je t'ai demandé 1000 francs. Ça sera mieux. Elle sera plus fière. Adieu, Venture. Parmi toutes les choses qui me frappent dans l'œuvre de Pagnol, il y a le fait qu'il est fils d'un instituteur. D'un instituteur, il est né à Aubagne, hein. L'instituteur est à Aubagne et puis ensuite il va aller à Marseille, il va pas se déplacer beaucoup, il va aller à Saint-Loup entre les deux, puis il va aller au Chartreux à Marseille. Eh bien, ce qui me frappe, c'est que tout se forme là, chez le petit Marcel. Sa belle écriture, c'est une écriture d'école communale. Sa façon claire d'ordonner une histoire et de la raconter, c'est comme une rédaction d'école communale. Les sentiments qui l'animent, qui sont des sentiments républicains et laïques, toujours très importants, c'est là aussi qu'il les prend et qu'il va constituer ce personnage qui, au cours de sa vie, va raconter clairement des histoires qui touchent le public, avec un esprit qui est un esprit malin, un esprit de méridional, astucieux, mais chaleureux en même temps. Et je crois que toutes les sources de Pagnol, eh bien, elles vont être là pour conditionner son œuvre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour les touristes. Les touristes, bonjour les touristes. On voit bien Marseille au fond là. En sortant des bars Saint-Esprit, si vous commencez l'ascension du Garlaban par le chemin des collines sauvages, à mi-parcours du sommet, au-dessus du vallon de Pastan, vous tombez forcément sur une grotte, celle de Manon des Sources. J'en ai amené, mais c'est pour midi, moi. J'ai mangé une vieille banane. J'ai mangé une vieille banane, comme vous faites. Ça va dire donc, je vais s'en débarrasser, hein, les bananes. Elles ont mûri au temps de voyage, hein. La grotte. Tu vois dedans? J'ai mangé avec moi une banane. Il y a 10 minutes, hein. Il y a 10 minutes, hein. Voilà. Hey, ça y est, c'est bon. Claude. Mais qu'est-ce que c'est cette fille? Je l'ai jamais vue, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Elle habite dans la garrigue là-haut, elle vient de piège partout. Et alors elle en aimait bien, hein? Que ce soit pour les perdrix, pour les grives ou pour les lapins. Moi je lui tire mon chapeau, elle est plus forte que moi. Et comment s'appelle-t-elle? On y dit Manon des Sources. C'est évidemment pas son nom. Bien sûr que c'est pas son nom. On y dit Manon des Sources parce que son père c'était le bossu des sources. On l'appelait comme ça parce qu'on le rencontrait souvent dans la colline avec la baguette à la main là. Cette grotte figure dans la carte d'état-major sous le nom de grotte du Plantier. On l'appelle aussi la grotte du cerf ou de la cerf, c'est-à-dire du serpent en provençal. Mais elle est mondialement connue sous le nom de grotte de Manon des Sources, depuis que Pagnol, en 1952, y a tourné, en a fait le refuge de la petite sauvageonne.
Le tournage a eu lieu en juillet et août 1952 par une chaleur torride. Et Jacqueline Pagnol en a gardé un souvenir inoubliable, à la fois terrible et merveilleux. Et c'est sur la terrasse qui surplombe la grotte que se déroule la fameuse scène où Hugolin, c'est-à-dire Rélis, qui jouait le rôle à cette époque-là, où il crie à tous les échos « Manon, je t'aime, et je promets de me raser la moustache exprès pour toi. » Pour toi, nom de Dieu, parce que je t'aime. C'est pas moi qui vous ai répondu, c'est les cons. Mais au moins, dis-moi quelque chose. C'est mon bonheur d'entendre ta voix. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Coupez-vous la moustache. Après, nous verrons. Eh, quelle bonne idée. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Oh oui, je vais me la couper la moustache. Viens demain à la fête de l'eau, je l'aurai plus. Voilà. Là, donc tout ça c'est rigolo, on va avec eux. Peut-être. Allez, ça c'est pas vite, hein. C'est du sadisme. Je filme en plein effort là. Est-ce que tu utilises les jambes pour voir si on est là où tu Ça y est. Ça y est, presque. Ça y est, presque. Voilà. Bon, c'est une caméra plongeante, hein, tu mets tout dans. Je me suis pendue. Bon, je couperai. La grotte du Petit Cerf se trouve juste au-dessus de la grotte de Manon. En 1934, pendant le tournage d'Angèle, Marcel Pagnol y fit une promesse. Et Marcel Pagnol avait entraîné Marius Brouquet jusqu'ici avec une bouteille de pastis. Il lui avait promis de le lui servir ici. Et Brouquet avait protesté en disant « mais il n'y a pas d'eau ». Puis effectivement, quand ils étaient arrivés, il y avait un petit peu d'eau qui suintait d'une paroi. Alors ils étaient revenus le lendemain à 4. Marcel Pagnol, Marius Brouquet et Oran de Mazis et Roger Ledru. C'était un technicien de l'équipe de Marcel Pagnol. Et dès que Marius Brouquet avait emporté avec lui une baratte, avec un peu d'eau, de ciment, de sable, et dès qu'il était arrivé, il avait tanqué un petit tuyau dans la paroi, là où l'eau suintait, et à l'endroit où le tombait, il avait bâti une petite vasque. Et avant que le ciment n'ait durci, tous les quatre avaient posé leurs mains, de même que leurs noms, qui sont gravés sur la paroi au-dessus de la source. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban, couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue. Elle monte très haut dans le ciel de Provence. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline.
c'est Garlaban. Et photographier Bernard parce qu'il est même venu ici, même lui, avec une descente d'organes. Ah ouais, il a une bosse d'envolée. Hein? Attends. Alors Claire a dit que c'est une descente d'organes. Ah ben viens-moi. Attends, Neymar, bouge pas, c'est pour le reportage de FR Denis. Eh Michel, c'est la Françoise, hein? J'espère qu'en vérifiant des images d'une année sur l'autre, on va nous faire une évolution du paysage. Donc là, je fais un tour d'horizon complet sur la croix du Garlaban. Hélas, sur la totalité du groupe, on va dire un cinquième a survécu. Maintenant. Ah oui. Il avait un petit jardin par contre, mais... Je connais pas désagréable. Je connais pas assez les gens pour... Bon, il y a des prénoms aussi. Je vais à Vichy maintenant. C'est la dernière séquence. C'était Dimitri. La dernière séance. La dernière séance. C'est rare que tu n'aies pas de surprises, des suppléments, des pourboires, des trucs comme ça. Voilà. Les pourboires, c'est léger. J'avais rien donné pour les... Tout était con. C'est le seul voyage. Je demanderai Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi. Il y en a qui ont essayé. Oui, on a essayé, mais la réponse a été... C'est ce que j'ai dit. Mais général, tout le monde a Ah y aller. si, moi je peux vous dire qu'on m'a dit non, que c'était pas la peine que j'y aille parce que j'ai dit... Ça fait la deuxième fois. Alors, une petite noire, mais il va manger la petite grosse. Ah, il enregistre en même temps. Ouais. C'est pas à vous que je disais que vous êtes un vieux cochon, c'était au curé qui nous a mariés. Ça c'est vrai, c'est exact. J'ai glissé, chef. Marcel Pagnol n'avait pas peur de la mort. Ce qu'il redoutait davantage, c'était de quitter la vie. C'est ici, au cimetière de la Treille, au pied des collines chères à son enfance, qu'il repose pour l'éternité. L'universel, on l'atteint en restant chez soi, disait Marcel Pagnol.
Les sujets de mes pièces et de mes films sont simples car je trouve qu'il n'y a pas d'art en dehors des lieux communs. Ce qui est simple est émouvant et trouve toujours le chemin du cœur le plus dur et le plus opiniâtre. C'est ici, dans ce cimetière, qu'est enterré Marcel Pagnol, M. Berny. Oui, Marcel Pagnol et tous les autres, c'est-à-dire beaucoup de membres de sa famille et ses amis. Il y a au pied de l'escalier une tombe, celle où repose Marius Brouquier, ou Broquier, le maître décorateur de Marcel Pagnol, son ami d'enfance. C'était un très brave homme, il était toujours habillé en tenue de maçon, casquette, veste et pantalon blanc, même le jour des obsèques de son ami Marcel. Et quelqu'un lui avait dit aujourd'hui, tu aurais pu quand même faire un effort pour l'enterrement de ton ami et mettre ton costume du dimanche. Et lui, il y avait répliqué, mais alors, à ce moment-là, Marcel, il ne m'aurait pas reconnu. Et puis, il y a la tombe de la famille Magnan, sur la dalle de laquelle il y a deux photos, celle de Baptistin Magnan et celle de Lily, plus exactement de David Magnan. Lily a eu le malheur d'être mobilisé en 1917 et le 23 juillet 1918, il a reçu une balle en plein front et il s'est écrasé, il s'est écroulé, dit Marcel, son ami, le visage enfoui dans des plantes froides dont il ne savait pas les noms, parce que ça s'est passé dans la région de l'Est de la France, à Vrigny, où ne brille pas le même soleil que chez nous et où ne poussent pas les mêmes plantes. Alors Marcel Pagnol est décédé à Paris le 18 avril 1974 et dans la nuit du 17 au 18 avril, il a eu une hémorragie cérébrale et il a eu tout juste le temps de murmurer à sa femme, tu vois, dans la vie, on ne peut pas tout réussir. Ben, cette épitaphe, elle est inspirée de Virgile, dont Marcel Pagnol a traduit les bucoliques en alexandrin, Fontes, amicos, uxorem, dilexit. Il a aimé les sources, ses amis et sa femme.